T'as déjà payé pour un service en pensant que ça allait être amazing. Puis finalement, t'es juste sorti de là déçu, frustré, peut-être un peu même en larmes. Well, moi, ça m'est arrivé avec un rendez-vous chez le coiffeur avant mon party de Noël. J'étais hyped, j'avais confiance, pis ça a tourné en fucking nightmare. T'es-tu prêt pour l'histoire? Je te raconte ça on the other side de l'intro. En direct du micro de ta licorne de son préf. Gros sujet today, puis peut-être un peu controversé. Ok, c'est une joke là, mais peut-être un peu. Je te livre mon opinion sur pourquoi, même en payant pour un studio d'enregistrement, ça se peut que tu trouves le résultat bien ordinaire. Mais je me suis rendu compte qu'en gros, là, l'enregistrement studio, c'est comme un rendez-vous chez le coiffeur. Are you sitting down? Parce que j'ai une histoire pour toi. Promis, ça s'en va quelque part, fait que stay around. Il y a quelques années, je suis allée me faire coiffer et maquiller dans un salon grande surface avant mon party de Noël d'entreprise. J'avais jamais fait ça. Puis je suis le genre de personne qui se coiffe et se maquille soi-même. Super simplement, d'habitude, you know. Puis j'avais envie de me faire pouponner. To treat myself, you know. Je suis arrivée à mon rendez-vous super hyped. Je savais pas quel coiffeur allait me coiffer vu que c'était seulement ça et non une coupe. Finalement, on me place avec le coiffeur le plus senior de l'endroit au moment de mon rendez-vous. Donc, moi, j'étais en confiance, tu sais. J'explique mon outfit, c'est quoi, et j'ai les cheveux presque aussi longs que je les ai aujourd'hui, by the way. Donc, vraiment, là, dépasser les épaules jusqu'au, à peu près, là, au sein, là, tu sais. Ils sont quand même longs, mes cheveux. Donc, je lui dis que je veux pas avoir les cheveux lousses, ni attachés trop serrés. Que j'aime les curly waves, un peu lousses, mais que je veux pas avoir les cheveux dans le visage complètement détachés. J'imaginais peut-être une coiffure de style half-up d'un côté, genre une ponytail lousse, frisée avec du volume, et l'autre côté plus dégagé. Tu sais, j'ai montré des photos même. Pour ensuite finir par lui dire, si tu as une idée qui peut se diriger vers quelque chose qui fit ma demande, ben je te fais confiance. Je veux me sentir belle puis classy. Oh my god, fucking nightmare. Tu sais, on dit souvent qu'il faut trust the process, hein? Je le vois commencer, ma coiffure, je pose pas trop de questions. Mais là, il commence à séparer mes cheveux en plusieurs couettes et à utiliser beaucoup trop de bobby pins. Tu sais, les petites, voyons, comment qu'on appelle ça? Des petites barrettes là, en métal là, qui font tenir tes cheveux en place. Le coiffeur a commencé à twister les mèches et les enrouler sur elles-mêmes et les fixer sur ma tête, comme des mini buns, mais genre partout. Je lui ai demandé là, ce qu'il faisait. Hein? I asked, là. Je suis pas conne, là. J'ai pas laissé ça comme continuer, tu sais. Puis moi, je suis pas du genre à dire de quoi en plein ma coupe de cheveux ou ma coiffure d'habitude. Je ferme ma bouche et je fais confiance. Mais là, j'ai demandé ce qu'il faisait. Et il me dismiss un peu en me disant « Non, là, ça va être gorgeous, fais-moi confiance, tu sais. » Quand il a fini, là, j'avais pas de mots. C'était tellement fucking affreusement laid. Ça m'était jamais arrivé, ça. Je savais pas trop quoi dire, là, tellement c'était off, complètement off de qu'est-ce que j'avais dit que je voulais pis qu'est-ce que j'avais montré, OK? Fait que moi, étant la people pleaser dans le temps que j'étais, ne voulant pas causer de scène ou faire aucune vague, tu sais, genre le moins de fucking choses possibles pour déranger les autres autour, là, j'y ai dit merci. J'ai menti, puis ça paraissait là, que j'étais fucking pisse, déçue puis inconfortable. Il m'a pas posé de questions. Il m'a pas demandé si j'aimais ça. Il m'a pas demandé comment je trouvais ça. Il a fait à sa tête.
Quand j'ai été un peu comme passed off à la maquilleuse parce que j'avais comme ma deuxième partie de rendez-vous après, elle m'a dit « Pis, t'aimes ça ta coiffure? C'est quand même nice, c'est original, tu sais. » Elle était super excitée, tu sais. Je l'ai regardée avec des gros yeux ronds, là, puis j'ai fondu en larmes. Genre, littéralement, je suis devenue une puddle of tears. C'était wouh! En tout cas, c'est ça. Comme si j'avais genre 8 ans, là, pis que on venait de break up, là. Genre, le gars de mes rêves venait de break up avec moi, pis c'était la fin du fucking monde, là. Tu sais, c'est de même que je pleurais. C'était du ugly crying, là, je vais le dire comme ça. Elle m'a regardé, la maquilleuse, puis elle m'a dit « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, là. On va pas te laisser partir avec une coiffure qui te fait brailler, qui te fait pleurer comme ça. Attends, reste là, je reviens. » Là, elle est revenue, tu sais, après plusieurs minutes. Elle était parlé avec une autre coiffeuse, j'imagine, parce qu'elle est revenue avec une coiffeuse différente qui, elle, a su me calmer et me dire qu'on allait faire autre chose complètement. Et j'ai fini avec une coiffure super flowy, volumineuse. J'avais des cheveux genre de sirène, là. C'était vraiment, vraiment beau, ma coiffure. Puis elle ressemblait vraiment à ce que j'avais demandé originalement. Pourquoi je te raconte ça? Ben parce que c'est exactement la même chose avec les studios d'enregistrement. Tu peux payer pour un service pro, là. Tu peux avoir le feeling que tu es entre de bonnes mains. Mais si le service n'est pas bien adapté à toi et à ce que tu veux, le résultat peut être très décevant. Puis tout comme moi chez le coiffeur, tu peux te retrouver avec un audio qui ne te ressemble pas pantoute, ne correspond pas à tes attentes et te donne juste envie de pleurer au final. Chris, who wants that? Fait qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi, même en payant pour un studio, ton audio peut être poche, pourri, pas bon, sonner cacane, name it. Puis surtout, je veux te jaser de comment éviter de te retrouver dans une situation comme ça. Let's jump in! J'ai envie de te break down ma pensée en 5 points clés. Reste avec moi, on start ça. Point numéro 1. Tous les studios ne proposent pas le même service. Ce que je veux mettre en lumière ici, en fait, c'est quoi la différence entre un studio self-service versus un studio qui offre le full package. OK. Certains studios offrent juste l'espace et l'équipement. Ça veut dire que tu repars avec des fichiers bruts, sans aucun traitement, aucune coupure, nada. D'autres vont proposer un package complet. Le nettoyage des pistes, le mix, l'édition, le montage et parfois même du coaching vocal avant ton recording pour t'aider à mieux livrer ton message, être mieux placé, que ça donne vraiment un épisode plus, mieux ficelé, plus professionnel, vraiment là, engageant, t'sais. Le problème ici, c'est que si tu penses payer pour un son pro, mais que tu as juste le fichier brut, ben t'es peut-être pas équipé pour le traiter correctement ensuite. Fait que moi, c'est ça mon problème avec ça, OK? Le point numéro 2. La qualité de l'acoustique d'une pièce et du matériel de cette pièce-là ne garantit pas un bon son. Voilà, je l'ai dit, c'est vraiment un fait, là. Le point à retenir ici, c'est qu'un bon micro, dans un mauvais setup, ne sauvera pas la qualité de ton audio. Tan-tana! Ça devrait pas être nouveau, ça, là, cette information-là. Mais just in case you didn't know, c'est vraiment vrai, OK? C'est pas parce que tu as un micro à 500$, mais une pièce de marde, genre une salle de bain couverte en tuiles du bas au haut, genre que ça va mieux sonner. C'est pas vrai. Ça va quand même sonner écho, même si ton micro vaut 1000, 2000, 3000, 5000$, OK? Un micro ultra haut de gamme dans un studio avec un mauvais acoustic print peut donner un son moyen. Moyen, assez moyen, merci. Puis là, je le sais que je viens de dire un fancy word, puis peut-être que tu sais pas ce que ça veut dire, fait que je vais faire une petite parenthèse ici. Je veux t'expliquer le mot acoustic print ou le mot acoustique, puis qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte ici. Selon le dictionnaire Oxford, le mot acoustique se définit comme suit. Les propriétés ou les qualités d'une pièce ou d'un environnement qui déterminent comment le son est propagé ou transmis à l'intérieur de celui-ci.
J'ai fait une traduction de l'anglais vers le français parce que je trouvais que la définition du Robert versus celle du Oxford était vraiment pas assez claire. Fait que maintenant que tu comprends mieux, en tout cas j'espère, ce qu'est l'acoustique, je pense que le restant de mon explication par rapport à la qualité acoustique d'une pièce va faire 1000 fois plus de sens, OK? Je continue. Certains studios sont conçus pour enregistrer de la musique et pas forcément pour recorder la voix parlée. Donc, l'écho et la réverbération peuvent affecter la clarté de la voix dans l'enregistrement, puis surtout la façon dont la voix est perçue. Plus loin, plus près, vraiment plus froide, plus chaleureuse. Tu sais, il y a plein d'adjectifs là, que je pourrais t'expliquer ici. Si le traitement acoustique de la pièce n'est pas optimal pour la voix parlée, tu risques d'avoir un son qui manque de chaleur et de présence. Puis qu'est-ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'une voix qui contient toutes les fréquences comme si tu étais devant la personne, ça, c'est une voix qui va vraiment contenir toutes les fréquences, qui va avoir une chaleur puis une présence. Tu sais, la raison pourquoi on préfère souvent les voix plus radiophoniques, c'est qu'elles nous font sentir comme si on ressentait la chaleur humaine de la personne devant nous, mais aussi la chaleur de la gorge de la personne, puis comment le son passe dans ses cordes vocales jusqu'à se rendre à nos oreilles, you know? Puis quand on dit qu'une voix est froide, flat ou manque de personnalité, mettons, c'est qu'on a l'impression que la voix manque de nuances humaines, de profondeur ou même peut-être qu'elle sonne comme s'il y avait un petit rideau mince par-dessus, OK? J'espère que ça fait plus de sens puis que tu es capable de comme mieux comprendre la différence entre une voix chaleureuse puis une voix plus flat. Point numéro 3. L'ingénieur du son ne fait pas de miracle si le mixage et le traitement audio sont absents ou mal faits. What does that mean? Si le studio n'inclut pas de post-production, tu risques de te retrouver avec un fichier brut qui manque de punch, qui capte trop de bruit ambiant. Peu importe le problème, tu vas en avoir dans ton fichier brut, c'est sûr. Si ça n'a pas été traité, c'est sûr qu'il va y avoir des petits bobos à régler. Il y en a toujours. Puis parenthèse ici encore, c'est quoi ça, la post-production? Bien, c'est souvent un terme qu'on entend beaucoup, mais si tu ne travailles pas dans ce domaine-là, tu n'as peut-être jamais réellement compris c'est quoi. Je t'explique ça rapido presto parce que je veux pas que tu sois perdu pour le reste de l'épisode, puis c'est correct de pas comprendre tout ce que je dis, hein. N'hésite pas à m'écrire si jamais il y a quelque chose dans l'épisode que tu comprends pas, que tu veux que j'éclaire plus loin, ça va me faire plaisir. Bon, je continue. Je t'explique c'est quoi la post-production. En gros, c'est un terme assez self-explanatory. Ça veut dire que ça l'explique dans le mot lui-même, puis ça s'applique dans plein de métiers, pas juste l'audio, hein. La post-production, c'est du post, donc après la production que ça se passe. En audio, c'est toute la job, les opérations, les manipulations qui vont se faire après le recording original pour aller finaliser le produit et obtenir ce que toi, tu entends. Par exemple, moi, je suis right now en train d'enregistrer l'épisode, right? Je suis en production. La post-production de mon podcast inclut les coupures d'erreurs, aller enlever l'écho de ma pièce, couper mes respirations si j'en ai, rajouter mes effets sonores aussi, couper mes mini bruits de bouche gossants, peu importe. Okay? C'est vraiment ça la post-production. Voilà, parenthèse finito. J'espère que c'est plus clair. Je continue. Un mix mal fait par l'ingénieur ou la personne en charge de te donner ton produit final peut enterrer la voix sous la musique ou appliquer trop d'effets, genre trop de compression, trop d'égalisation sur certaines fréquences ou même trop de correction de bruit de bouche, admettons. Puis ça donne un son qui est plus artificiel. Plus tu traites un fichier audio, pareil comme un fichier photo, peu importe, plus ça va paraître, plus ça va s'entendre. Plus tu t'éloignes du original recording, de la vraie chose qui s'est fait enregistrer au moment où tu faisais, le recording. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de balance ici. Faut jamais oublier que plus tu appliques d'effets sur un enregistrement, plus tu vas dénaturer le produit original, plus ça risque de s'entendre. Puis, quand je dis s'entendre, ben ça peut prendre plein de formes différentes. Tu sais, un fichier qui est surtraité peut sonner robotique. Ça, c'est vraiment l'exemple la meilleure que je peux te donner qui va vraiment être clair pour toi.
Après ça, un fichier qui est surtraité peut aussi faire en sorte que tu vas avoir l'impression que la personne est dans une pièce comme artificielle, tu sais, puis ça c'est pas tant naturel non plus, là, faut faire attention à ça. Tu sais, quand moi j'enlève l'écho dans mes fichiers pour mes clientes, j'essaie d'en laisser un minimum parce que plus on enlève aussi les fréquences naturelles. Faut faire super attention. C'est vraiment une question de balance et c'est du travail minutieux, même si peut-être ça paraît pas ou tu l'entends pas, ça l'est. Je continue. Si l'ingénieur de son n'a pas d'expérience avec les podcasts puis que c'est pas son travail habituel, il peut pas savoir comment traiter la voix pour qu'elle soit agréable et naturelle, puis c'est correct. J'ai pas peur de te dire que moi, je suis conceptrice sonore. J'ai vraiment étudié avec un focus sur le son en jeu vidéo, le design sonore en jeu vidéo. Puis quand j'ai commencé ma business, là, il y a des choses que je n'étais pas habituée de faire en audio. Mixing voice and music for me, c'est comme encore un apprentissage aujourd'hui. À chaque contrat, j'apprends, je m'améliore. C'est pareil probablement pour toi dans ta business. Tu améliores tes façons de faire, tu améliores ton processus, tu améliores ton onboarding, tu améliores ton offboarding. Il y a plein de choses qui peuvent s'appliquer ici pour que tu comprennes. Mais ça veut dire que il y en a qui sont crissement meilleurs que moi en son, que c'est leur métier principal de manipuler la voix dans la vie. Doesn't mean I'm not good at what I do, mais ça veut dire qu'il y a toujours de la place à l'amélioration et que si demain je me faisais appeler pour travailler dans un studio de voice-over pour les films, je suis pas certaine que je serais à l'aise de dire que je peux faire la job. Pas à mon 300%, you know? Le point numéro 4, l'environnement joue un rôle énorme. Même en studio, des erreurs, ça peut ruiner l'enregistrement. Yep. Par exemple, un mauvais positionnement du micro. Ce que ça donne, c'est que ta voix manque de présence ou capte trop ta respiration. Là, je vais te donner un exemple, puis je ne l'enlèverai pas. Mais admettons que je me rapproche vraiment beaucoup de mon micro et que je te parle comme ça, là, c'est sûr que c'est trop proche en ce moment. Là, tu entends là, vraiment beaucoup trop ma voix. Puis si je respire comme ça dans le micro, je m'excuse pour le son déplaisant, mais ça, c'est vraiment un mauvais placement de micro. Je suis beaucoup trop proche. Ça, c'est pour le but de mon exemple. Je ne l'enlèverai pas parce que je veux que tu sois capable d'entendre c'est quoi la différence. Okay? Il y a aussi des vêtements bruyants. Yep, les tissus qui frottent ensemble, c'est capté ça par le micro. Puis quand tu bouges trop aussi pendant l'enregistrement, ben le volume là, de ta chaise ou whatever, ça ajoute au volume d'enregistrement et ça fait fluctuer le volume complet de ce qui est enregistré. Ça rend le mixage vraiment difficile, puis c'est surtout pénible en tas d'enlever ça, OK? Fait que voilà. Le point numéro 5, ta performance compte, puis c'est un point qu'on oublie souvent. Tu peux avoir le meilleur studio du monde, mais si tu n'articules pas bien, tu parles trop vite ou trop lentement ou tu es stressé, ça va paraître dans ta voix. Un bon studio peut t'aider à être à l'aise et te donner une meilleure performance en t'offrant des cues, en t'expliquant quoi faire ou ne pas faire, mais il ne pourra pas corriger une voix fatiguée, monotone, chambranlante, frustrée, stressée, name it. Pour de vrai, là, je fais une autre parenthèse ici, vraiment off-script, mais ça, c'est quelque chose avec quoi je peux t'aider si jamais tu travailles avec moi. Pour vrai, je le dis tout le temps à mes clients. Ça va être difficile au début si tu n'es pas habitué de parler à un mur, surtout si tu t'enregistres chez toi. Puis même si tu choisis d'aller enregistrer dans un studio, ça ne sera pas nécessairement plus facile parce que tu vas avoir l'impression d'avoir beaucoup d'yeux sur toi, surtout si c'est un podcast qui est filmé, peu importe. Puis là, il y a les personnes devant toi aussi, si tu as plusieurs invités qui te regardent. C'est stressant. C'est dur d'avoir l'impression qu'on peut être soi-même pendant qu'on est devant un micro, tu sais. On a l'impression qu'on faut être raide comme une barre, puis tout ça. Ça va affecter ta performance. Ça, c'est quelque chose que moi, je regarde avec mes clients. Pourquoi? Parce que je vais leur faire des tests de son, puis je vais être capable de savoir sont placés comment, pour de vrai, là, en les écoutant. Je vais leur dire non, tu sonnes comme un zombie en ce moment, puis ça paraît que tu lis ta feuille parce que, un, je l'entends qui fait dans le recording, puis deuxièmement, t'es tellement stiff que ça s'entend dans ta voix, là. Fait que moi, là, quand j'accompagne quelqu'un, puis qu'on me dit que la personne, elle aime ça marcher, gesticuler, c'est sûr que je ne vais pas lui dire d'enregistrer son podcast dans sa chaise.
On va essayer d'aller voir c'est quoi le setup idéal pour que la personne soit à l'aise et à son 100% en train de recorder. Comme moi, en ce moment, là, je te parle, je suis dans ma chaise, oui, mais je gesticule énormément et tu n'es pas capable de me voir, sauf que c'est sûr que tu l'entends dans ma voix. Puis moi, j'ai un bras de micro, ce qui veut dire que mon micro n'est pas sur mon bureau. Donc, si je donne un coup de main accidentellement sur mon bureau, ça ne va pas résonner dans mon micro parce que je suis sur un bras. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment, tu sais, ça va être vraiment difficile pour moi d'accrocher mon micro en gesticulant parce qu'il est vraiment devant ma bouche et à l'abri de mes gestes de main. Fait que voilà, c'est vraiment une parenthèse que je voulais faire par rapport à ça. Je trouve que c'est super important pour que tu comprennes mieux, OK? Le point numéro 6, ce que tu fais avec l'audio après l'enregistrement, c'est crucial. Un bon enregistrement mal monté peut perdre tout son impact. Si le studio te donne juste les pistes brutes, il faut que tu saches comment les traiter ensuite, you know? Et c'est OK si tu décides de ne pas traiter quoi que ce soit aussi. Je dis pas que un ou l'autre is the best answer. Si tu décides de ne pas traiter quoi que ce soit, c'est vraiment un choix, soit artistique ou même par manque de temps. Je te critique pas, là, encore une fois, mais peu importe ce que tu choisis de faire, c'est ça. Bref, you gotta remember qu'un raw recording va possiblement te demander de faire les choses suivantes, OK? Un nettoyage des bruits parasites, un équilibrage. Ça se dit-tu, ça? Je suis comme pas sûre. Un équilibrage. En tout cas, tu me diras si c'est le bon mot. Un équilibrage des niveaux sonores et l'ajout d'une identité sonore, ton intro, ton outro, du sound design, de la musique dans ton épisode, OK? Un studio qui prend en charge la post-production va s'assurer que tout soit optimisé pour une diffusion pro. Est-ce que tout ce que je viens de mettre en lumière t'amène à réfléchir? By this point, dans l'épisode, tu te demandes peut-être aussi si tu as besoin d'investir dans un home studio ou aller dans un studio directement. Don't worry, j'y ai pensé pour toi. Je t'ai préparé la deuxième partie de l'épisode exactement pour qu'on décortique ça ensemble. Studio ou home setup? Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Avant de booker un studio ou d'investir dans du gear à la maison, pose-toi les questions suivantes. 1. C'est quoi ton niveau d'expérience? Si tu es débutant ou débutante, un studio, ça peut être une bonne option si tu veux éviter la courbe d'apprentissage technique. Si tu es à l'aise déjà avec l'audio, un setup maison, ça peut être plus rentable au long terme si tu es prêt ou prête à apprendre à bien enregistrer et mixer. 2. C'est quoi ton budget? Dans un studio d'enregistrement, normalement, c'est des paiements par session et potentiellement un coût supplémentaire pour le mixing, montage, édition par les ingénieurs son là-bas. Donc ça, c'est à garder en tête. Si tu choisis un home setup, of course que tu as un investissement initial à faire pour ton matériel, selon la qualité recherchée bien sûr, mais c'est utilisable à volonté. 3. As-tu besoin d'un environnement ultra contrôlé? Si tu enregistres dans un espace bruyant ou non traité, peut-être qu'un studio serait une meilleure option pour éviter les bruits parasites. Donc, l'achat aussi de tout ton gear, si tu n'as pas d'espace chez toi aussi, ça peut être vraiment une meilleure option que d'enregistrer chez toi, OK? Fait qu'il n'y a pas juste les bruits parasites que tu veux peut-être éviter en enregistrement dans un studio. En enregistrant, dans un studio, tu veux peut-être éviter d'acheter toutes les affaires parce que tu n'as peut-être juste pas la place pour ou tu te déplaces trop souvent. Et pour toi, c'est des choses que tu ne veux pas avoir à traîner. That's a choice, yeah. Sinon, si tu as un espace calme chez toi, tu as assez de place et que tu veux et tu peux l'optimiser, alors là, dans ce cas-là, un bon micro plus un peu de traitement acoustique peut faire la job. 4. À quelle fréquence prévois-tu enregistrer? Une fois de temps en temps? Well, maybe que de louer un studio peut être plus logique pour ta situation. Sinon, régulièrement, une fois par semaine ou plus,
Ah, là, un studio maison, ça devient vite rentable dans cette situation-là. Fait que, pense-y, là. 5. Demande-toi si tu veux juste enregistrer ou aussi apprendre à gérer ton son toi-même. Parce que c'est une chose de gérer son podcast puis de déléguer le reste, mais c'est une autre chose de faire tout soi-même de A à Z. C'est beaucoup de temps. Si tu veux juste parler dans un micro et laisser un pro gérer le reste, un studio, ça peut te sauver vraiment beaucoup de temps. Si tu veux être autonome puis garder le contrôle sur ton son, ton identité sonore, le temps que tu mets dans ton podcast, ton setup maison, c'est peut-être un meilleur investissement. Fait qu'après tous ces points-là, oublie pas que c'est pas juste ces options-là qui existent. Je veux te rappeler ça, c'est important. Tu as l'option de faire ça chez toi et de déléguer ton montage et ton mixing à quelqu'un comme moi, par exemple. Ça, c'est une autre option que je t'ai pas nommée. Ça te revient moins cher qu'un studio. Le travail est plus personnalisé. Tu as la chance de collaborer de près avec quelqu'un pour peaufiner ta vision et en plus, tu gardes un certain contrôle puis tu as accès à quelqu'un qui s'y connaît pour tes questions. Fait que ça, c'est aussi une excellente option pour toi. Ça dépend, ton portefeuille dit quoi, ton espace, ton temps, c'est vraiment des choses que tu dois considérer carefully avant de t'embarquer dans un projet podcast. Si jamais c'est dans ces créneaux-là que tu tombes, puis tu es rendu au point que tu as besoin de déléguer, parce qu'on s'entend, c'est de la gestion en tas, un podcast, je l'ai dit tantôt, écris-moi pour voir si je peux pas t'alléger et même améliorer la qualité de ton podcast, OK? Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Puis après tout, I'm a sound magician. C'est ça. Je voulais juste te rappeler ça. Avant de continuer, j'ai envie de te rappeler que tout ce que je nomme ici dans mon épisode, c'est pas la vérité ou la réalité unique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a tellement d'options possibles. Celles que je nomme aujourd'hui, là, c'est pas les seules qui existent. C'est pas le end-all, be-all, OK? J'ai pas la vérité infuse. Puis, oublie jamais que moi, ce que je te donne, c'est pas infaillible non plus. Puis que de l'imagination, t'en as déjà. Puis que je te fais confiance aussi. Tu vas trouver l'option qui fonctionne pour toi. Peu importe si elle est présente ici dans mon épisode ou pas. Et peu importe si ça vient de notre conversation ensemble today ou pas. Choisis un studio si tu veux produire ton podcast sans te casser la tête avec la technique. Tu n'as pas d'espace calme chez toi. Tu te déplaces souvent, puis avoir cet équipement-là chez toi, c'est pas réaliste. Tu préfères un podcast filmé et tu recherches un endroit qui fera les deux, son et vidéo, pour toi. Tu préfères pouvoir aller enregistrer en personne avec tes invités et ça fit mieux avec la vision de ton projet. Ton budget te permet aussi d'injecter du cash dans cette facette-là de ton entreprise. Tout ça, dans le fond, si c'est les options que tu envisages ou qui sont fonctionnelles pour toi, bien là, tu serais peut-être rendu à choisir un studio d'enregistrement. Sinon, opte pour un setup maison. Si tu veux enregistrer souvent et à ton rythme, si tu aimes ça avoir le contrôle sur ton environnement, si tu enregistres mostly en solo puis tu préfères le confort de ton studio maison, si tu es prêt ou prête à apprendre un peu de technique audio, au moins la base, là, si tu veux garder le contrôle sur la qualité et l'identité sonore de ton podcast, si tu n'es pas stické sur l'idée qu'un studio, c'est plus de qualité que le faire soi-même à la maison, si tu as la possibilité, le temps et l'énergie de faire tes propres montages ou si tu as envie de déléguer cette partie-là à quelqu'un, là, tu pourrais opter pour un setup maison. Avant de conclure l'épisode, j'avais envie de t'offrir encore plus de valeur. Fait que je t'ai concocté un top 3 des erreurs les plus courantes que j'entends des entrepreneurs qui vont enregistrer en studio. Ben oui, tu sais, un petit top 3 punché, là. En tout cas, peut-être que tu vas trouver ça le fun, un peu drôle. En tout cas, je te starte ça. Erreur numéro 1. Ne pas tester son micro avant l'enregistrement. Le responsable ou l'ingénieur commence à enregistrer, puis là, après 30 minutes, tu réalises que le micro capte trop de basse ou qu'il manque de clarté. Toujours tester avant. Toujours. Erreur numéro 2.
Ne pas faire de warm-up vocal. Tan, tan, tan. Avoue qu'on t'en parle pas souvent de ça, right? Une voix froide ou tendue peut sonner fatiguée ou manquer d'énergie. Je suis pas coach vocal, mais je peux te garantir que de faire des exercices vocaux comme de la respiration, de la diction, peut vraiment aider. I'm thinking out loud here, mais ça pourrait peut-être être utile que je te fasse un épisode sur les choses à faire ou ne pas faire pour un warm-up vocal, pour ta voix, avant un épisode. Puis aussi quoi manger peut-être pour améliorer ton apport de salive, éviter des bruits de bouche, etc. Bref, laisse-moi savoir, soit dans un DM, un message ou les commentaires directement de cet épisode-ci si ça t'intéresse ça. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Parenthèse fermée. On y va avec l'erreur numéro 3. Mal gérer sa distance par rapport au micro. C'est pas du big news, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, mais si c'est la première fois que tu es ici, welcome, je vais te le dire, si jamais tu l'as pas entendu, mais faut que je te dise que d'être placé trop près d'un micro, ça donne de la saturation et des pop noises. Donc, être placé trop loin, au contraire, va donner un son plus distant et un manque de présence vocale. Fait que c'est super important de gérer la distance de ta bouche par rapport au micro. Fait que la règle d'or pour bien se placer devant son micro, c'est environ 10 à 15 cm avec le filtre anti-pop. En pouces, ça, c'est environ 4 à 6 pouces. Encore une fois, ça peut varier, OK, dépendant du type de micro. Ça va dépendre, comme je te dis, du type de micro, mais comment aussi il capte la voix. Fait qu'un micro de type condensateur sera beaucoup plus sensible qu'un micro de type dynamique. Donc, tu voudras peut-être pas te mettre aussi proche d'un condensateur que d'un dynamique. Bref, c'est pour ça que je trouve ça hyper important de faire des tests et de se faire expliquer comment se placer et pourquoi. Pas juste te faire dire « reste droite comme une barre, là, bouge pas, puis respire pas, puis arrête d'exister pendant ton recording, puis tout va bien aller. » Ça marche pas de même, OK? Moi, j'haïs ça, les explications qui t'expliquent pas réellement pourquoi tu fais quelque chose. Parce que mon but, moi, surtout, quand je t'explique ça, c'est que tu puisses te débrouiller toi-même sans avoir à venir revisiter mon épisode ou revenir vers moi pour... Tu sais, ça, c'est quelque chose que je fais avec mes clients, là, by the way, là. C'est que je veux vraiment toujours m'assurer que les gens sont outillés pour pouvoir se débrouiller sans moi suite à un accompagnement, une rencontre, whatever, name it. C'est super important. Fait que c'est pour ça que de juste dire à quelqu'un comment se placer sans y expliquer pourquoi, c'est pas full winner selon moi, OK? Fait que voilà. Fait que c'est ça, j'ai envie de te donner un taste de qu'est-ce que ça peut donner un extrait brut versus un extrait traité. On s'entend, j'ai pas de recording studio chez moi, ni d'extrait à te faire écouter qui tire d'un enregistrement studio. Mais je vais, moi, t'enregistrer un extrait ici et te faire écouter les deux. Présentement, je t'enregistre un extrait dans ma pièce qui est quand même grande, ouverte, avec du plancher en bois flottant. Ma pièce n'a pas de tapis ni de traitement au mur. J'ai un bureau, un divan et un petit pouf en rotin. Maintenant, je te fais écouter le même extrait, mais qui a été traité. Présentement, je t'enregistre un extrait dans ma pièce qui est quand même grande, ouverte, avec du plancher en bois flottant. Ma pièce n'a pas de tapis ni de traitement au mur. J'ai un bureau, un divan et un petit pouf en rotin. Pour revenir sur ce que tu viens d'entendre, dans la version brute, il y avait du bruit de fond, une respiration plus forte, un volume inégal. Dans la version éditée, il y avait une voix claire, dynamique, maîtrisée, puis un bruit de fond réduit. Parce que je t'aime, puis je veux que tu puisses tirer le plus possible de cet épisode-là. Puis je t'invite à prendre un papier et un crayon ou ton cellulaire pour prendre des notes parce que je vais te nommer les points importants que tu vas pouvoir toujours garder en tête pendant tes enregistrements studio. Je te fais comme une petite checklist live, là, tu sais. Fait que je t'invite à faire tout ça, prendre ce qu'il te faut pour tes notes et on y va. Go! Voici une checklist pour ne pas rater son enregistrement en studio. Vérifier ce qui est inclus dans le package que tu achètes. Mixing, montage, est-ce que c'est inclus? Tester plusieurs micros s'il y a lieu
et ajuster sa position si t'es mal assis, t'es pas bien, tu te sens pogné. Faut que tu sois confortable dans le studio que tu as choisi, c'est important. Ensuite, faire un warm-up vocal avant d'enregistrer. Donc, ne pas oublier de le mentionner dans tes allocations de temps achetées avec le studio. Apporter une bouteille d'eau, parce qu'une voix hydratée égale un meilleur son. Demander un test d'écoute, ben oui, avant de quitter le studio ou même avant l'enregistrement officiel. Parce que si tu dois faire un retake, au moins tu vas le savoir, le problème c'était quoi et comment le régler. Toujours travailler en amont quand on enregistre, c'est vraiment mieux que d'essayer de régler des bobos après l'enregistrement. Ça conclut l'épisode télé. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Puis si tu as d'autres questions, des commentaires ou même des fleurs à m'envoyer ou tu veux me puncher dans la gorge, c'est aussi correct. Ben, let's go! In all seriousness, partage donc l'épisode sur tes réseaux sociaux ou à quelqu'un qui va bénéficier de cette information-là. Puis n'hésite pas à me taguer, me donner un 5 étoiles sur ta plateforme préf. Je sais que c'est cheesy à dire, mais c'est vraiment, vraiment comme ça que plus d'entrepreneurs comme toi vont pouvoir mieux s'éduquer sur la qualité audio et son importance. On se jase bientôt, I hope. Cheers! Talk soon! Fail! Vraiment, là, je ne vais pas... Na-na-na, la 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 la, je trompe la la, na 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 na. Bon. Failed! Tu peux avoir la meilleure... Tabarnane. Failed! Je te livre mon opinion sur pourquoi, même en payant pour un studio d'enregistrement... Voyons, Christ, de calice de sacrement. Just say the fucking thing! Bon. Failed! Puis là, après 30 minutes, tu réalises que le micro... Voyons, tabarnak. Failed! Tan, 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 tan. Failed! Avoue qu'on t'en parle pas souvent de ça, right? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mon petit merde. Failed! Que le micro, il capte... Hey, j'ai de la misère à parler. Failed! Pour revenir sur ce que tu viens d'entendre. Failed! Fait que selon le dictionnaire... Failed! Selon le dictionnaire Oxford... Hey, j'ai donc bien de la misère à parler sacrement. Failed! Ce que je veux... Je vais prendre une gorgée de café, puis ça va mieux aller, esti de calice.